Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir des conférenciers de très haut calibre et nous avons le plaisir d'accueillir M. Slim Besbes qui est conseiller auprès du Premier ministre, conseiller des Finances auprès du Premier ministre, ancien secrétaire d'État, ancien ministre par intérim des Finances. Donc nous espérons ce matin aborder le thème de l'assurance vie. Et je l'espère que nous irons dans les détails techniques et dans le fond du sujet. Alors le matin, je sais que c'est un peu difficile, mais les gens vont venir petit à petit. Mais l'avantage, que ce soit en comité réduit, c'est que c'est un débat d'experts. Donc je vous souhaite à tous un bon débat d'experts. Et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est un débat d'experts et des experts, j'en vois dans la salle. Voilà, avant de vous présenter notre panel et puis de leur donner la parole, peut-être deux mots en introduction sur le sujet. Nous avons choisi de parler de l'assurance vie et le financement de l'économie tunisienne, le rôle de l'assurance vie, le rôle présent et futur dans le financement de l'économie tunisienne. Donc, on est tous d'accord que l'économie tunisienne, aujourd'hui, elle a besoin d'investissements, que ce soit pour les entreprises ou pour les projets d'État. Ces investissements-là, de préférence, ils doivent être stables et de long terme. Et effectivement, il y a une ressource qui peut être exploitée, qui est exploitée un petit peu partout dans le monde, c'est l'endettement local ou alors l'épargne locale. Un secteur important qui permet de drainer et de structurer cette épargne locale, c'est le secteur de l'assurance vie. L'assurance vie, elle permet de protéger, elle permet d'assurer le complément de revenus, elle permet de sécuriser contre les aléas et les accidents de la vie, elle permet d'assurer un complément de retraite. Toutes ces garanties sont plutôt des garanties de long terme qui permettent de collecter des fonds qui pourront être investis sur le long terme. Ils doivent être investis à la fois dans les entreprises, dans l'économie marchande, mais aussi pour financer les grands projets d'État. Donc aujourd'hui, nous essaierons de traiter ces deux aspects de l'assurance vie. Est-ce que c'est des produits qui sont attractifs dans le contexte économique actuel? Est-ce qu'il y a des problèmes à la commercialisation, à la vente? Est-ce que le cadre légal et fiscal il est adéquat? Mais aussi l'aspect plutôt financier. Aujourd'hui, comment cette épargne qui est collectée dans les bilans des assureurs, comment elle est drainée, elle est orientée vers l'économie réelle, vers l'économie marchande, vers les entreprises, vers peut-être la bourse. Et ça, nos invités, ils vont nous en parler. Donc, effectivement, nous avons aujourd'hui, pour en parler, M. Slim Besbes, qui a été présenté par Béchir. Slim, donc conseiller auprès du Premier ministre chargé des affaires financières. Madame Marie Lemarié, qui est directrice des investissements de Groupama. Sihab Rabi, qui est président de la Commission générale des assurances, et qui est l'autorité de régulation et de contrôle des assureurs en Tunisie. Sihab Rabi, qui est président de l'Assurance générale de Tunisie Valeur et président de la Bourse de Tunisie. Serpi Ben Hassim, directeur général de Razali, un des leaders du marché des assurances en Tunisie. Et Sylvie Siliauti, directeur général adjoint de Tunisie. Donc je souhaite tout d'abord donner la parole à Slim. Donc, en lui posant la question suivante. Donc, l'économie tunisienne, elle a besoin de financement. L'assurance vie, si elle est développée, elle peut donner un vivier de financement long terme, stable pour l'économie, à la fois les entreprises et l'État. Quelle est votre vision de l'assurance vie, de la place de l'assurance vie dans l'économie tunisienne et quelles réalisations ont été faites par ce gouvernement pour dynamiser le secteur? Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mon plaisir
deuxième session de la pêche. Je salue pour l'occasion tous les efforts déployés par cette merveilleuse réservoir de la République. Nous comptons toujours la Tunisie compte beaucoup de la part de organismes similaires. Et le pays a souffert d'avant d'hémorragie de cadres externes. Et je crois que nous comptons sur l'appui pour un déploiement futur de ces cadres dans le processus de développement de notre pays. Je salue également le sujet que vous avez choisi pour cette 22e session. Qui dénote votre intérêt, malgré votre présence loin de la frontière, mais la Tunisie réside toujours dans vos préoccupations, dans vos intérêts, en abordant un sujet aussi important pour cette période où nous voulons construire le pays sur des bases solides. C'est vrai qu'il y a une surpolitisation de cette période, mais les véritables problèmes sont des problèmes économiques, problèmes d'emploi, d'investissement. Et l'emploi et l'investissement ne viennent qu'à travers des financements adéquats. Et surtout, financement par un vecteur très important qui est le véritable moteur, à savoir l'épargne stable et long terme. Et dans ce cadre, vous avez choisi l'assurance vie comme produit, je dis leader de cette épargne stable et long terme, étant donné que, à l'instar des autres expériences, c'est un produit élaboré, prometteur, et qui intéresse trois types d'acteurs, en fait. Il intéresse tout d'abord, dans une vision micro, le citoyen. Le citoyen, surtout lorsqu'on parle de la réalité tunisienne, donc le système fiscal tunisien est un système qui, en matière d'imposition de revenus notamment, est un système qui est toujours taxé d'être un système inéquitable. La répartition du fardeau fiscal pèse beaucoup plus sur les salariés, notamment les hauts salaires. Donc, en ce sens, l'assurance vie est une opportunité de défiscalisation du revenu, tout en préservant un revenu futur. C'est un moyen d'épargne, c'est un moyen de prévoyance, mais également pour le citoyen et un mécanisme très intéressant de défiscalisation de son revenu pour alléger le fardeau fiscal, surtout lorsqu'on est dans des tranches la dernière tranche en Tunisie, le taux est de 35%. Donc on a intérêt, lorsqu'on place une partie de ses revenus, il y a immédiatement un gain fiscal de 35%. Donc, deuxième acteur, c'est la compagnie d'assurance elle-même. Donc, c'est un produit, et on sait que le secteur d'assurance, pour se promouvoir, a besoin de diversifier ses produits, et surtout lorsqu'il s'agit d'un produit qui a fait ses preuves dans les expériences comparées. Donc, dans la structure des produits, vu l'importance, il arrive à 60%. Donc, chaque fois où un produit qui est rentable, qui a fait ses preuves au niveau de la rentabilité, il atteint une place plus importante. Paradoxalement, en Tunisie, il est toujours en deçà de cette place escomptée. Les derniers chiffres, 2011,
place ce produit au niveau de la structure à une proportion de 15%. Donc le potentiel pour les entreprises d'assurance est encore important. Sans parler que j'ai oublié pour les personnes également, malgré cette opportunité de défiscalisation également, peut-être par manque d'agressivité commerciale au niveau des compagnies d'assurance, mal information, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais nos cadres ne sont pas censés être des fiscalistes pour pouvoir donc prendre cette opportunité, alors qu'en Tunisie, là aussi la responsabilité du secteur privé, nous n'avons pas ce métier de gestionnaire de patrimoine. Donc ce métier manque beaucoup, mais je crois que sa présence permet également de propager et de faire. Donc c'est un métier donc, qui peut jouer soit au profit des compagnies d'assurance pour leur drainer des nouveaux produits, soit au profit du contribuable pour leur permettre d'éviter cette opportunité. Je viens au troisième acteur, qui est objet direct de votre question, l'État. Donc l'État, pour lui, l'assurance vie, c'est un merveilleux produit qui permet de drainer l'épargne à long terme, l'épargne stable, et par conséquent nécessaire au financement de l'économie, financement de l'investissement, nécessaire pour ne pas trop s'endetter, puisque autrement le déficit, donc le différentiel entre le volume d'investissement et l'effort national de l'épargne sera comblé par l'emprunt. En Tunisie, on est, surtout pendant cette dernière période, on est assez sensible vis-à-vis de l'endettement, bien que notre taux d'endettement est toujours dans des zones soutenables. Je rappelle que l'endettement de l'État public, avec les prévisions de 2013, va rester aux alentours de 46%. C'est vrai que, également, si l'endettement de l'économie, on peut arriver jusqu'à 60-65%. L'État, donc, est intéressé pour promouvoir ce type de produit. Et c'est pour cela que la conscience de cette question était précoce. On ne dit pas que nous avons pris conscience à partir de la Révolution, mais d'ailleurs, déjà depuis la promulgation du code de l'IRPP et de l'IS en 1990, une mesure est insérée qui vise à donner un régime fiscal de faveur. Bien que timide, mais le processus a été déclenché. Donc, et il a été élaboré progressivement, dans un sens où on aura un régime complet. Donc, donc si vous voulez, je vais faire la distinction avant 14 janvier et après 14 janvier, comme la tradition. Donc, avant la Révolution, un régime fiscal a été mis en place, élaboré progressivement, mais toujours marqué par sa timidité. Il a eu un impact, puisque la proportion de l'assurance vie dans les produits des assureurs est montée entre 2006 et 2011 de 10 à 15%. Donc les encours ont augmenté. Donc il y a eu un impact des mesures. Mais les mesures n'ont pas drainé les montants qu'il en faut. Avec un encours global de 178 millions de dinars et une proportion de 15%, on est trop en deçà de la moyenne internationale. Le régime est déjà esquissé, je dis bien, un traitement de faveur
des primes d'assurance vie, avec des systèmes de plafonnement qui a limité la portée, et surtout pour les hauts revenus. Lorsque je vous donne les chiffres, ne sont pas trop incitatifs. Au départ, c'était 200 dinars pour le contribuable, 100 dinars pour le conjoint et 50 dinars pour chacun des enfants à charge. Donc au plus, le plafond déductible était de 500 dinars. Puis, progressivement, donc, il y a eu une augmentation progressive jusqu'à le dernier, avant la Révolution, 1200 pour le contribuable, 600 pour le conjoint et 300 dinars pour chacun des enfants à charge. C'est-à-dire, au plus, un contribuable avec 4 enfants peut déduire 3000 dinars, ce qui dégage un gain fiscal pour les plus hauts revenus de l'ordre de 1000 dinars à peu près. C'est toujours insuffisant, mais c'est déjà une percée. Donc le régime a été complété par un régime de faveur au niveau des produits, au niveau des rémunérations, lorsque le contrat atteint son terme, avec une exonération des rentes ou du capital de l'impôt sur le revenu, et en cas de décès également une exonération des produits du droit de succession. Avec l'introduction de l'assurance vie collective, c'était une autre percée, puisque un troisième acteur est intervenu, un quatrième acteur est intervenu, c'est l'employeur, l'acteur social. Donc l'assurance vie offre une opportunité pour consolider le climat social et pour que l'employeur participe à cette institution en offrant à ses employés une assurance vie collective qui leur permette donc d'avoir un revenu grand. Donc, ils participent à un plan d'assurance retraite complémentaire à travers la gestion sociale de son personnel, avec un régime également de faveur au niveau des cotisations supportées par l'employeur, puisque ces cotisations sont déductibles de l'IR et de l'IS et ne sont pas imposables au niveau des salariés comme revenus imposables, comme salaire. Malgré ce plan tout à fait incitatif, nous avons vu que les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est pour cela qu'après la Révolution, avec ce besoin plus pressant au niveau de financement du pays, nous sommes devant l'impératif de reconstruire, d'avoir des plans ambitieux, donc nous avons besoin de financement. Et le gouvernement n'est pas resté indifférent devant cette question. La première occasion, la loi de finances complémentaire de l'année 2012, des mesures audacieuses ont été introduites pour promouvoir le secteur de l'assurance vie. Tout d'abord, au niveau du plafond déductible. Donc, pour la première fois, une augmentation importante qui marque un volontarisme de faire jouer cette assurance vie comme produit incitateur. Donc la fiscalité comme produit incitateur des 3 acteurs pour donner beaucoup plus de place à l'assurance vie, puisque le plafond a été augmenté de 3 000 au plus à 10 000 dinars. Également, deuxième mesure, les garanties concernées par l'assurance vie ont été élargies en offrant aux compagnies d'assurance et même aux acteurs, aux citoyens, de mettre en place un régime de financement particulier, tel que par exemple un plan études, plan d'épargne études, avec, c'est la deuxième innovation, le fait d'intégrer parmi les garanties qui rentrent dans le champ d'application du régime de faveur de l'assurance vie, le fait de constituer un capital ou une rente pour
le conjoint ou pour les enfants en cas de survie après la période de 10 ans. Troisième innovation, ce n'est pas dans le cadre de la loi de finances, mais dans le cadre d'une mesure parallèle promue par le gouvernement, puisque nous avons constaté, les experts ont constaté, peut-être la timidité de l'adhésion des citoyens à l'assurance vie est expliquée par des considérations culturelles, idéologiques, voire même religieuses. On a, et il faut le dire, que certaines franges de la population, qui sont des Tunisiens, ils sont nombreux, appréhendent de se rapprocher à l'assurance vie pour des conditions religieuses. Assurance vie peut-être, donc il y a même des fatwas qui, donc certains pays, toute l'assurance est prohibée, donc, et surtout l'assurance vie. Donc dans ce sens, et pour tenir compte de ces considérations, le gouvernement a œuvré depuis 2012, depuis le début de l'année 2012, à mettre en place un cadre juridique complet des financements islamiques. Et parmi ce cadre, une composante principale qui intéresse directement notre sujet, l'assurance Takaful. Et c'était le résultat d'un travail important qui a été entrepris dans le cadre du ministère des Finances, à travers la mise en place d'une commission de promotion des finances islamiques. Et parmi les sous-commissions qui ont émané de cette commission, une sous-commission chargée de mettre en place un cadre juridique pour l'assurance Takaful. Et parmi les premiers projets qui ont été élaborés et ratifié par le Conseil des ministres, ce projet relatif à l'assurance Takaful et qui est actuellement dans les bancs de l'Assemblée. Mais même avant la promulgation de ce projet, déjà sur le plan institutionnel, nous avons en Tunisie la création d'une première société d'assurance Takaful, Zitouna Takaful, qui est actuellement fonctionnelle et opérationnelle sur le marché. Et je crois que 2 autres sociétés vont également arriver et on compte également à travers la création de ce nouveau cadre un drainage supplémentaire pour cette frange de population qui ne peuvent pas s'intégrer dans la finance classique ou dans l'assurance classique. Donc, pour ne pas trop m'étendre, peut-être je m'excuse, j'ai dépassé la plage horaire. Juste, au grosso modo, quelles sont les principales innovations introduites par notre gouvernement pour promouvoir et pour donner la chance et l'opportunité beaucoup plus aux 3 acteurs afin de tirer le maximum de profit de l'assurance vie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On retient l'importance de l'assurance vie et les démarches qui ont été entreprises par ce gouvernement pour dynamiser le secteur. On retient aussi un manque d'agressivité commerciale de la part des acteurs privés et des assureurs. On ne manquera pas de leur poser la question tout à l'heure. Mais avant, je voudrais me marier pour qu'elle nous parle un petit peu de l'expérience de l'assurance vie en France. Un secteur qui est mature et qui permet de donner des perspectives sur probablement là où on peut aller, là où... Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Donc, moi j'ai une très faible connaissance de l'économie tunisienne et de l'assurance en Tunisie. Je peux apporter un éclairage qui est lié au succès de l'assurance vie en France. Puisque s'il y a
peut-être une part très faible de l'épargne qui est menée par l'assurance vie en Tunisie. En France, l'épargne est massivement drainée sur les produits d'assurance vie. Donc peut-être comprendre comment ça s'est fait dans la durée, en donner les quelques clés de succès et les limites aujourd'hui aussi. Alors, les clés du succès de l'assurance vie en France, c'est d'abord le succès de l'épargne. Donc les ménages français épargnent énormément. Ils épargnent 16% de leurs revenus disponibles, ce qui nous place en le haut de la fourchette dans les pays européens, ce qui représente pour la France 210 milliards d'euros par an. Le stock, puisque c'est un succès assez ancien, le stock de l'épargne s'élève à 11 milliards d'euros. Mais une très grosse partie de cette épargne est d'abord un patrimoine immobilier. Donc la partie financière représente 3,6 milliards. Mais au sein de cette épargne financière, vous voyez que 40% revient à l'assurance vie. Donc ce sont les chiffres que vous voyez dans le tableau. Mais l'illustration la plus parlante à mes yeux, c'est le graphique en bas à droite, avec la part de l'assurance vie qui, dans la fin des années 70, le graphique commence en 1977, c'est la zone bleu clair qui est au centre du graphique. Vous voyez que la part est passée d'à peine 5% à 40% sur toute la période. Et ça s'est fait au détriment de deux choses. D'une part, des comptes en numéraire, c'est la partie bleu foncé sur le graphique. C'est-à-dire que les gens sont sortis de leur compte des billets et ont recyclé dans une économie réglementée, et aussi beaucoup au détriment des livrets bancaires. Ça, c'est ce qu'on voit sur la partie vert clair. Donc en fait, il y a un phénomène à la fois de volume important d'épargne, et au sein de ce volume important, un drainage très massif vers l'assurance. Alors, quelques éléments de succès. D'abord, effectivement, il y a les avantages fiscaux qui sont un levier évident et qui touchent deux parties. D'une part, la phase d'épargne, c'est-à-dire la défiscalisation des revenus de l'assurance vie, et d'autre part, la succession. Donc le produit d'assurance vie en France s'est acheté, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas vendu, il n'y a pas eu énormément d'efforts commerciaux à faire. Pendant une grande partie de l'histoire, les épargnants avaient besoin de ce produit et en fait venaient naturellement acheter le produit, à la fois pour l'épargne mais aussi beaucoup pour la succession. On se passe de génération en génération le contrat d'assurance vie. La deuxième clé de succès, c'est que c'est un produit très très simple. Donc une garantie en capital permanente, c'est-à-dire je pose 100 au départ, je capitalise et à tout moment je peux ressortir un intérêt capitalisé. Alors ça a des avantages, c'est-à-dire que c'est très simple, donc ça peut devenir un produit populaire, très bien compris et très compétitif avec les livrets bancaires. Donc le succès qu'on a eu là. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait c'est un produit qui a aussi été massivement souscrit par des très hauts patrimoines. Donc la simplicité du produit a permis que ce soit le même produit qui soit acheté par les classes populaires et les classes plus aisées. Après, ce n'est pas forcément le même produit en termes d'options, marketing, tarifs, mais structurellement c'est le même produit. Ensuite, il y a quelque chose qui est un petit peu plus technique et qui a fait le succès de l'assurance vie. C'est le contexte réglementaire et la courbe des taux. Alors, je vais essayer de l'expliquer en termes simples. Et les produits d'assurance vie ont longtemps été investis sur des obligations de l'État sur lesquelles on distribuait aux épargnants les taux moyens, la moyenne des taux récents. Et comme on a été dans une phase récurrente de baisse des taux, les taux servis aux épargnants étaient systématiquement supérieurs aux taux actuels, puisque c'était le reflet des taux passés. Et donc, ils étaient structurellement plus attractifs que les livrets bancaires, qui étaient d'une part indexés sur la partie courte de la courbe, donc systématiquement plus faible, que les assureurs qui étaient investis sur la partie plus longue.
Et d'autre part, on a été énormément aidé par cette baisse récurrente de l'inflation et des taux. Ce que ça reflète, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné les plus-values obligataires aux épargnants et on les a mutualisées dans la durée. Donc ça, c'est aussi un point fort des produits d'assurance vie, mais qui se retrouve aussi sur les livrets bancaires. C'est des produits d'épargne mutualisés. Donc le client n'a pas forcément la performance de l'investissement entre le moment où il investit et le moment où il sort. Il n'a pas forcément un investissement qui est le reflet de la performance des sous-jacents sur lesquels il a été investi. Aujourd'hui, on a un environnement réglementaire qui s'impose en France, qui s'appelle le régime Solvency 1 et sur lequel on est en train d'évoluer pour aller vers un régime qui s'appelle Solvency 2. Mais dans le régime actuel, les obligations ne sont pas valorisées à leur valeur de marché et l'assureur évite d'avoir un compte de résultat très volatile lié à la valorisation des obligations. C'est ce contexte-là qui a permis aux assureurs d'investir très massivement en obligations d'État sans se poser trop de questions. Je vais voir après les conséquences de tout ça. Voilà donc un peu les clés du succès. Des avantages fiscaux pour initier, une dynamique, un produit très très simple et un contexte qui n'est pas forcément reproductible mais qui a très bien fonctionné en France. Aujourd'hui, inversement, en France, on est peut-être beaucoup plus mature qu'en Tunisie, mais du coup on est aussi plus proche de nos limites sur le marché de l'assurance. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause des avantages fiscaux de l'assurance vie en France, même si c'est une question qui revient régulièrement, parce qu'on craint justement le déséquilibre du marché de l'assurance vie et donc du déséquilibre des financements. Mais il y a quand même à l'étude aujourd'hui des mesures assez significatives pour les très gros contrats. Donc revenir sur les avantages de l'assurance vie pour les très gros contrats. Ensuite, le produit simple, c'est bien, la garantie permanente, c'est bien, sauf que si on a garanti à nos clients en tant qu'assureur une sortie à tout moment en capital, il est quand même très difficile de mettre des actifs risqués au bilan. Dans la mesure où ces actifs vont pénaliser potentiellement l'assureur si les clients sortent à un moment où ils sont en moins-value latente. Donc, ces choix ont pénalisé l'Europe continentale de manière générale par rapport aux anglo-saxons qui ont fait le choix de produits où la garantie est uniquement donnée à terme. Donc les produits de retraite anglo-saxons, la garantie est donnée à terme et les assureurs anglo-saxons, les fonds de pension anglo-saxons investissent massivement en actifs risqués. Inversement, nous on a donné la garantie permanente, rassurante, mais là on est faiblement investi en actifs risqués. Pour vous donner quelques exemples, on est à 10% en actions, 5% d'immobilier et 3% d'actions non cotées, c'est-à-dire qu'on est en dessous de 20% d'actifs risqués alors qu'on a une capacité d'épargne long terme. Et comme je disais, on a bien vécu la phase de baisse des taux puisqu'on était en permanence en train de vendre des produits qui avaient des taux de rendement supérieurs aux taux de rendement instantanés du marché. On est plutôt maintenant en train d'atteindre un point bas des taux, exceptionnellement bas. Et donc le phénomène va s'inverser, on va devoir vivre une remontée des taux, on va devoir vivre avec des obligations au portefeuille qui seront en moins-value latente et un risque de rachat. Et donc on a devant nous un risque systémique. Donc autant ça a pu être profitable pour une baisse des taux, autant ce risque aujourd'hui il est majeur. Et donc si vous devez monter un système nouveau, pensez quand même à la phase de la remontée des taux. Par ailleurs, la baisse des taux en elle-même, indépendamment du fait que nous ayons choisi ce système de non-valorisation en valeur de marché, ne nous permet plus de prendre des marges pour financer la distribution des produits. Donc avec des taux d'État à 1,80, on est en incapacité de vendre un produit attractif pour le client et qui finance sa distribution. Donc le modèle français aujourd'hui atteint un peu ses limites. Quelques éléments, si on prend un peu de recul, à quoi a servi cette assurance vie en France et comment ça a fonctionné, comment s'est fait le relais entre la capture de l'épargne et le financement de l'économie. Alors j'ai essayé de donner différentes phases. Je pense qu'au départ, ça a été essentiellement monté pour financer de la dette d'État.
Et donc, les assureurs se sont massivement investis sur les dettes d'État, jusqu'au moment où on a un petit peu désintermédié le rôle de l'État. Et ça, je pense que c'est peut-être un point clé qui peut être étudié dans le cadre tunisien. Pour financer des infrastructures, pour financer des prêts aux PME, pour financer du crédit immobilier, pour financer des centrales nucléaires, pour financer des créations de HLM, c'est-à-dire du logement social, il a été mis en place des agences nationales, donc des organismes qui collectent l'épargne et qui vont, elles, émettre des obligations. Donc on n'investit plus dans des obligations de l'État, mais dans des obligations de ces agences qui ont un rôle spécifique dans le financement et qui, pour la plupart, bénéficient d'une garantie d'État. Donc pour les investisseurs institutionnels, c'est assez similaire en termes de risque à l'État, mais ça n'est pas un endettement direct de l'État et du budget de l'État. Il y a une assimilation entre cette épargne et son usage. Ensuite, s'est développée la banque et les besoins bancaires. Et donc, les entreprises privées ont commencé à avoir des besoins, mais essentiellement les institutions financières. Donc, le sujet des assureurs en France aujourd'hui, c'est qu'ils ont une très forte exposition au secteur bancaire, qui est lié à ce besoin de financement du développement de la banque. Puis en phase 3, on a commencé à financer les entreprises privées. Il y a commencé à avoir un marché de la dette corporate. Là, on est sur les années 90. Et aujourd'hui, on rentre dans la dernière phase, où en fait, c'est le désengagement des banques pour financer le secteur privé et les assureurs qui viendraient prendre la place des banques en assurant directement les financements de prêts. Donc, les banques émettraient des prêts et les assureurs viendraient juste acheter les prêts émis par les banques. Donc, se substituant aux banques. Voilà. Mais aujourd'hui, le débat en France, c'est comment orienter mieux l'épargne des assureurs vers des actifs risqués et un financement des petites entreprises. Actifs risqués de type action non cotée, ça a été un petit peu traité avec, on va dire, une négociation qui consiste à dire nous ne touchons pas à vos avantages fiscaux si vous investissez au moins 3% dans des sociétés non cotées. Et puis on a en ce moment une révision de la réglementation pour autoriser les assureurs plus facilement dans le code des assurances à investir justement en relais des banques. Alors quelques questions que j'ai imaginées au regard du sujet. Qui était le nôtre aujourd'hui. Je pense que les conditions du succès, on doit quand même prendre en compte l'intérêt du client. C'est quand même lui qui va investir. Et donc, quel est son appétit au risque? En France, on a fait un produit simple, extrêmement peu risqué, ça a très bien fonctionné, mais aujourd'hui, on est aux limites et donc on n'a pas la capacité d'investir dans des actifs risqués. Donc, moi, je ne connais pas votre marché, mais je pense qu'une question, c'est de savoir quel est l'appétit au risque dans l'environnement culturel, social des Tunisiens. Quel est le besoin? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est du privé? Est-ce que c'est des actions? Est-ce que c'est de la dette? Est-ce qu'il faut créer ce type d'agence dont j'ai mentionné l'existence en France, c'est-à-dire que le bilan de l'assureur est sur de la dette souveraine, mais beaucoup sur de la dette d'agence d'État qui assure l'intermédiation. La désintermédiation. Est-ce que en France, nous n'avons pas eu à gérer le risque inflationniste, mais nous ne l'avons pas spécialement intégré. C'est-à-dire que les produits d'épargne en France sont des produits à taux fixe. En cas de crise inflationniste, les épargnants sont complètement lésés. Donc là aussi, je pense qu'il faut se poser ces questions au moment où on développe les produits. Et puis, on va entrer en France et en Europe sous le régime Solvency II, qui est un régime qui va nous faire basculer dans le monde de la valeur de marché à court terme. Pour les assureurs, ça signifie une volatilité extrême des résultats. Et pour un grand nombre d'entre eux, ça veut dire réduire encore plus la part des actifs risqués investis au bilan. Dans la mesure où c'est encore un peu possible quand on monte un système et qu'on veut un petit peu l'administrer au départ, il faut être très vigilant à ne pas copier des modèles
de pure valeur de marché pour des investissements à long terme. Là, je vous ai donné en annexe quelques chiffres pour vous dire qu'en France, la place de l'assurance pour financer l'économie est assez similaire à la place de la banque. Vous voyez que le total des placements des assureurs, c'est 1,7 milliard. Et le total des prêts aux ménages et aux entreprises et aux administrations publiques, c'est de l'ordre de 2 milliards. Donc le financement par l'assurance, capitalisation assurance, est à peu près à rôle égal avec le rôle des banques dans le financement des acteurs. Merci beaucoup, Marie. Donc un panorama très clair de l'assurance vie en France, avec ses avantages, avec ses limites. Donc il y a de quoi, il y a quelques idées intéressantes peut-être à creuser. Je me retourne maintenant, il y a beaucoup de questions vers les assureurs tunisiens, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc peut-être plus tard avec les assureurs. Sihaf, peut-être un aperçu du cadre réglementaire de l'assurance vie en Tunisie, en complément, et puis pour éclairer un petit peu ce qu'on a mis sur cette histoire. Merci. Remerciements pour la juge et pour l'accueil, bien sûr. Quelques chiffres clés pour, sans répéter avec Slim, c'est que le secteur de l'assurance vie, 2006-2007, il a fait 95 millions de chiffre d'affaires. C'était une part de marché de 10-11% de l'ensemble du secteur. Il est passé en 2012, nous attendons à 200 millions, à boucler les 200 millions de dinars, ce qui nous fait une part de marché de 15,7%. C'est une évolution sur la période qui, avec un taux moyen d'évolution de pratiquement de 18% par rapport à un taux d'évolution moyen du secteur des assurances dans toute sa globalité de 8 à 9%. Donc c'est pratiquement le double. Donc il y a effectivement une évolution une évolution très importante au niveau de. Mais reste à nuancer que 60% de cette assurance vie provient de l'assurance que nous appelons la tierce, TC, donc temporaire TC plutôt. Et là, nous avons une marge de progression au niveau de l'assurance vie, comme l'a dit Slim, très importante. Au niveau des déplacements, nous avons 600 millions de dinars, donc ça représente le tiers de l'ensemble des placements, qui se situe à 3 000 milliards de dinars, qui reste, par rapport à ce que venait de dire Madame très loin ça doit être au moins à 10 à 15% au niveau du secteur bancaire. Donc il n'y a pas cette, comme l'a dit Madame Le Marié. Quelques mots sur le positionnement par rapport à l'international qui nous intéresse aussi pour voir un peu le secteur de l'assurance vie par rapport à nos voisins proches, je dirais marocains et à l'international. La part des primes assurance vie par rapport au marché mondial, nous représentons 0,05 pour 1000. Donc c'est pratiquement insignifiant. Le taux de pénétration de l'assurance vie par rapport à notre PIB, il se situe à 0,27% par rapport à une moyenne internationale qui dépasse les 4%. Pour vous dire encore la marge qu'a cette branche. La moyenne de dépenses par personne aussi, les de 15 dinars contre 520 dinars comme moyenne internationale, donc c'est toujours très loin. Grosso modo, nos voisins marocains affichent le double de nos performances. Les principaux acteurs de l'assurance vie, nous avons 3 compagnies d'assurance vie spécialisées qui accaparent pratiquement 45% du marché. Et là, ça rejoint peut-être une autre mesure que nous sommes en train de mettre en place avec la collaboration du secteur au niveau du ministère des Finances et bien sûr au niveau du CGA, c'est peut-être d'aller vers la séparation carrément de la branche par rapport à l'assurance. Nous espérons qu'avec cette mesure,
nous donnerions plus de chance à des compagnies spécialisées dans l'assurance vie et donner la possibilité encore de booster cette branche. Du moment que la spécialisation a fait ses preuves. C'est parce que c'est un métier qui est relativement différent de l'assurance multibranche et que nous espérons que l'assurance vie prenne son rôle avec la spécialisation. Nous sommes en train de réfléchir sur un texte combiné avec l'augmentation du capital minimum pour pouvoir peut-être pallier à cette possibilité ou ce risque d'avoir une filialisation. Chaque compagnie va filialiser l'assurance vie et nous allons nous retrouver avec un nombre assez important, déjà il est assez important, un nombre beaucoup plus important au niveau des compagnies d'assurance. Donc les compagnies multibranches assurent 44%, certainement vous connaissez un peu les compagnies tunisiennes, et 11% qui est assuré par, nous avons 3 mutuelles. Au niveau du réseau de distribution, il y a la banque, surtout avec l'autorisation, ça c'est une mesure aussi qui a été prise en 2002, c'est d'autoriser la banque assurance et la poste surtout la banque, pour commercialiser l'assurance vie, et ça a donné un résultat assez important du moment qu'actuellement le réseau bancaire assure pratiquement 33% du chiffre d'affaires de l'assurance vie. Donc la mesure de la banque autorisant la banque à commercialiser l'assurance a donné, d'ailleurs nos amis peuvent le confirmer tout à l'heure, que cette autorisation a rejoint a confirmé cette mesure. Point de vue en termes de cadre réglementaire, nous avons bien sûr un code des assurances qui a été promulgué un peu tard. Ce n'est qu'en 1992 que la Tunisie s'est dotée d'un code des assurances, et puis plusieurs arrêtés qui ont été pris par la suite, qui est notamment celui qui a autorisé la banque assurance. Il y a aussi un arrêté du ministre des Finances qui a fixé la liste et le mode de calcul des provisions techniques. Un autre arrêté qui a fixé le modèle type de conditions générales des contrats d'assurance vie. Donc c'est grosso modo ça, pour les institutions fiscales, je ne vais pas me répéter avec ces styles. Voilà, et peut-être avec la discussion tout à l'heure, nous apporterions plus d'éclairage. Voilà. Merci beaucoup, Sihaf, pour ce panorama de l'assurance et du cadre réglementaire de l'assurance en Tunisie. Il y a quand même un petit constat qui se dégage sur la faiblesse un petit peu de ce secteur aujourd'hui, des marges de progression possibles avec les mesures qui ont été prises et avec des décisions qui sont en place. On se retourne maintenant vers les assureurs pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, parler un petit peu d'agressivité commerciale aussi, et puis des perspectives de l'assurance vie en Tunisie et probablement des problèmes auxquels vous faites face. Je donne la parole à Habib. Merci. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, donc en termes de... je peux passer rapidement. Donc, l'assurance vie, c'est 15% du chiffre d'affaires du marché. Les produits qu'on commercialise, les produits commercialisés, c'est les produits de capitalisation, des temporaires d'essai, des mixtes, des capitales différés, et des rentes d'éducation et des unités de compte. Au niveau de la distribution de l'assurance vie, comme a dit Sihaf, donc la banque, c'est le premier apporteur d'affaires avec 33%. Vient ensuite les réseaux directs des compagnies d'assurance avec 22%. Et puis les agents d'assurance avec 17%. Je passe sur les avantages fiscaux qui ont été traités par CISPES. Le potentiel existe puisque nous, on est toujours à 15% du chiffre d'affaires global, alors que nos amis marocains sont à 30% et les Égyptiens sont à plus que 40%. L'assurance vie en France, c'est 65% du chiffre d'affaires
du secteur. Donc il y a une marge de développement. Également en termes de taux de pénétration, c'est-à-dire PIB sur, c'est-à-dire prime sur chiffre d'affaires, on est à 0,27 alors que les Marocains font 3 fois mieux que nous, ils sont à 0,9. Donc il y a un potentiel et on peut peut-être les rattraper et peut-être les devancer. Il y a un besoin réel en retraite, en produits de retraite complémentaires, puisque, comme vous le savez, les régimes de base de retraite tunisiens